À la une de ce journal, le Fonds saoudien pour le développement contribue à hauteur de 36 milliards émerauds dans la réalisation du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Kifa à partir du fleuve. Des membres de gouvernement procèdent à l'inauguration d'infrastructures sanitaires, hydrauliques et pédagogiques financées par le FSD. Le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines dévoile la stratégie du contenu local du secteur des industries extractives. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal que nous commençons par l'actualité parlementaire. La conférence des présidents a procédé aujourd'hui au transfert de certaines questions orales adressées à des membres du gouvernement, comme elle a établi le calendrier des prochaines séances plénières. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Plus de 36 milliards émerauds, c'est le montant de la convention de financement signée ce mardi à Nouakchott par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et le président exécutif du Fonds saoudien pour le développement. Cette enveloppe représente la contribution du FSD à la réalisation du projet d'approvisionnement de la ville de Kifa et d'autres localités en eau potable à partir du fleuve Sénégal. Abdullah Damaba. Ce prêt concessionnel de 375 millions de rials, soit 36 milliards d'anciennes ouïas, servira au projet d'approvisionnement en eau potable à partir du fleuve Sénégal pour les localités situées entre Gouré et Kifa, dont Hachichegat, Selibabi, Oudienge, Kankossa, entre autres. Ce financement est octroyé à l'État mauritanien par le Fonds saoudien de développement. Le Fonds saoudien est présent dans le développement de la plupart des secteurs économiques et sociaux du pays. Agriculture, eau et assainissement, éducation, santé, énergie, routes, etc. Excellence, ce projet structurant, d'un coût total de 320 millions de dollars US, revêt pour notre pays une importance capitale. La forte participation du Fonds saoudien à son financement témoigne de l'intérêt porté par votre institution à la consolidation du partenariat que nous avons toujours entretenu avec votre pays. Le président directeur exécutif du Fonds saoudien pour le développement, Sultan Ben Abdurrahman Al-Mourchid, a affirmé prendre part à la signature de la première phase de la convention d'approvisionnement en eau potable au profit de la ville de Kifa. Il a en outre mis en avant sa satisfaction et l'accueil chaleureux qui lui a été réservé au niveau de sa seconde patrie, la Mauritanie. Ce projet va générer 1000 opportunités d'emploi permanents et 3000 temporaires. Cette cérémonie s'est par ailleurs tenue en présence du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidi Mohamed Taleb Amar, et de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite dans notre pays. Le président exécutif du Fonds saoudien de développement avait par ailleurs rendez-vous au centre hospitalier national au sein duquel il a inauguré avec le ministre de la Santé la composante dialyse du centre d'une capacité de 20 unités. Aminata Khan. Le ministre de la Santé a procédé en présence du ministre de l'Économie et des secteurs productifs et du directeur exécutif du Fonds saoudien pour le développement à l'inauguration d'un centre d'hémodialyse à l'hôpital national de Nouakchott.
Sur place et après avoir dévoilé la plaque commémorative, le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a indiqué que ce centre est le plus grand chez nous avec 20 unités d'hémodialyse et érigé sur une superficie totale de 1200 mètres carrés. Le ministre a expliqué que le bâtiment est composé d'un grand hall d'une capacité de 16 unités d'hémodialyse, d'une salle de contrôle et de surveillance, de 2 salles accueillant chacune 2 unités d'hémodialyse, une salle destinée à une station de traitement, une salle à l'entretien des appareils, des salles d'accueil et d'orientation, des salles d'attente, des salles de consultation et d'examen, ainsi que des salles de soins, d'opération, des laboratoires, pharmacie et autres installations de dépendance. Le ministre a remercié le Royaume d'Arabie Saoudite pour l'accompagnement et le développement du projet. Lui succédant, le directeur exécutif du Fonds saoudien pour le développement, Sultan Ibn Abdurrahman Al-Mourchid, a tout d'abord remercié les autorités mauritaniennes indiquant que ce projet est financé à hauteur de 10 milliards de dollars par l'État d'Arabie Saoudite qui accompagne la Mauritanie dans plusieurs domaines, indiquant qu'il est fier aujourd'hui de voir ce joyau construit sur une superficie de plus de 1200 mètres carrés. Le maire de Tabrak Zena, Taleb Ould-Mahjoub, a abondé dans le même sens et a remercié le Fonds saoudien ainsi que les autorités mauritaniennes. Il est à noter que le nouveau centre est financé par le Royaume d'Arabie Saoudite à travers le Fonds saoudien pour le développement dans le cadre du projet qui comprend, outre la construction et l'équipement du centre, une contribution de 80% à un projet de construction et d'équipement d'un hôpital public d'une capacité de 150 lits dans la ville d'Attar. Le secteur de l'hydraulique bénéficie lui aussi de l'appui du Fonds saoudien du développement. La dernière intervention des FSD dans ce domaine a constitué l'inauguration aujourd'hui du réseau d'approvisionnement du nouveau complexe universitaire en eau potable. Abdullah Damaba. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a procédé à l'inauguration de ce réseau d'adduction d'eau au profit de la nouvelle université de Nouakchott. Cette infrastructure a été réalisée grâce à l'apport du Fonds saoudien de développement. Cette inauguration s'est déroulée en présence du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, du président directeur exécutif du Fonds saoudien de développement et de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie. Comprenant un réservoir de 1500 mètres cubes, un château d'eau de 50 mètres cubes et d'une longueur de 3 mètres. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, a apprécié le rôle et la contribution du Fonds saoudien pour le développement dans le cadre de la réalisation des différents projets de développement. Il a loué ce partenariat qui, dit-il, a été à l'origine de la signature d'une convention d'approvisionnement en eau potable au profit de la ville de Kifa. Le président directeur exécutif du Fonds saoudien pour le développement, Sultan Ben Abdurrahman Al-Mourchid, a déclaré que la réception de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre de la réalisation des autres ouvrages qui ont été effectués grâce à l'apport du Fonds saoudien pour le développement. Il a dans ce cadre cité le projet Aftoudeh Sahliya. Le maire de Tabrak Zena, Taleb Ould-Mahjoub, a pour sa part affirmé que cet ouvrage qui vient d'être réceptionné va contribuer de manière significative à l'amélioration des conditions de vie au niveau de la ville de Nouakchott. Nous restons dans le domaine de la coopération, somme toute fructueuse entre notre pays et l'Arabie saoudite, une coopération de nouveau concrétisée aujourd'hui par l'inauguration d'un ensemble d'édifices universitaires financés par le Royaume. Mohamed Khattab. C'est une inauguration qui s'inscrit dans le cadre de la coopération de notre pays avec l'Arabie saoudite, dont le président du Fonds saoudien de développement, Sultan Ben Abdurrahman Al-Mourchid, a coupé en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Mohamed Amin Al-Aboui, et du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mahmoud Khan, le ruban symbolique de ce nouveau complexe universitaire abritant la faculté des sciences juridiques et économiques. Le nouveau complexe universitaire peut accueillir 5000 étudiants, de même qu'il est doté d'un dortoir pour filles de 1440 places, en plus d'autres édifices dont des commerces, un restaurant universitaire
entre autres. Le complexe abrite également le nouveau bâtiment de la faculté des sciences juridiques et économiques, bâti sur 15 000 m², avec plusieurs amphithéâtres d'une capacité variant de 400 à 800 places, des laboratoires ainsi que d'autres édifices dont une mosquée. L'occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Mohamed Lamine Ould Abouei, de remercier le Fonds saoudien de développement et à travers lui le gouvernement et le peuple saoudien frère pour ses aides généreuses pour la Mauritanie, particulièrement dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il a souligné sa disposition à renforcer la coopération pour englober d'autres projets structurants. Il est à noter que le coût global de ce complexe avoisine les 2 milliards, Nouvelle Ouguiya. Prenant la parole à son tour, le président du Fonds saoudien de développement s'est déclaré heureux d'être à Nouakchott pour inaugurer ce complexe universitaire que l'Arabie saoudite a financé à hauteur de 30 millions de dollars. Il a précisé que l'enseignement de qualité est une mission noble. L'approche de qualité étant devenue nécessaire aujourd'hui dans un monde où il n'y a de place que pour ceux qui possèdent science et connaissances. Pour sa part, le maire de Tevrarzena a quant à lui indiqué que ce nouveau complexe est une plus-value qui vient améliorer les conditions des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur. Il est vrai qu'en se dotant d'une telle infrastructure universitaire, le département de l'enseignement supérieur offre aux étudiants des conditions idéales pour les aider à améliorer leur vie scolaire. L'actualité marquée par ailleurs ce mardi par la présentation de la stratégie du contenu local du secteur des industries extractives, notamment le pétrole, le gaz et les mines. C'était à l'occasion d'un atelier organisé par le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines. Aminata Khan. Cet atelier vise à fournir une synthèse générale de l'étude et discuter de la consultation de toutes les parties concernées, c'est-à-dire des experts nationaux et étrangers travaillant avec le secteur du pétrole pour l'élaboration d'une stratégie de développement de contenu local en rapport avec le niveau de croissance du secteur des industries extractives chez nous, mais également de ses perspectives de développement. Présent à la rencontre, le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Abdessalem Ould Horma, a déclaré que l'impact du secteur extractif sur l'économie nationale et son intégration dans les secteurs pétroliers, gaziers et miniers dans le tissu national constitue l'un des axes les plus importants du programme du gouvernement, expliquant que l'étude qui sera présentée aux participants fournira une analyse approfondie des expériences des pays miniers producteurs de pétrole. C'est ainsi, dira-t-il, que la plupart de ces pays ont adopté des législations rigoureuses qui imposent un taux déterminé de contenu local sans prendre en considération le développement de l'offre et sans tenir compte du niveau d'industrialisation et de la formation de ce pays. Le ministre a indiqué que pour éviter ces cas, l'étude fournit une évaluation des stratégies de contenu local dans de nombreux pays producteurs de pétrole et de mines et souligné dans quelle mesure ces politiques sont conformes au contexte national. Il a révélé que le défi à relever à travers cette étude et à travers la stratégie présentée est de créer un contenu local durable pour ce secteur et de l'intégrer dans le cycle économique sans affecter l'attractivité du pays pour les investissements qui est la seule garantie pour la croissance et l'expansion du secteur minier. Lui succédant, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zeyn El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a déclaré que le contenu est d'une grande importance en tant que principal garant de la participation effective du secteur des services dans les industries extractives, ajoutant que la promotion nécessite d'élever le niveau des entreprises nationales afin de pouvoir participer efficacement dans les marchés publics et d'élever la part des projets dédiés à l'investissement local et au développement industriel du pays, sans compter l'importance du transfert technologique et de la formation des cadres, ainsi que l'adoption d'approches en matière de qualité, de sécurité, de sûreté et de préservation de l'environnement. Au cours de cette rencontre, plusieurs questions seront prises en compte, telles que le développement du tissu industriel local et les niveaux de formation technique, la main-d'œuvre dans notre pays et l'examen en profondeur sera fait des expériences d'autres pays en termes de succès et d'échecs et voir dans quelle mesure le pays pourra en bénéficier.
Démarrage ce matin à Nouakchott des journées de concertation sur un nouveau cadre d'orientation du département de l'environnement et du développement durable à l'horizon 2024. Ces journées ont pour objectif de fixer les ambitions temporelles liées aux planifications périodiques et stratégiques à court terme. Mohamed Khattab. Ce sont des journées qui permettront de définir les enjeux et les opportunités ayant trait à l'économie bleue, ainsi que l'établissement d'un bilan de l'avancement de l'exécution des plans et activités en matière d'environnement et du développement durable. Donnant le coup d'envoi du lancement des travaux de cette journée de concertation pour l'élaboration d'un cadre d'orientation de son département 2022-2024, Madame Aissata Daouda Diallo, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a déclaré. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la recherche des voies et moyens pratiques pour la mise en œuvre de la politique environnementale de son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, à travers ses engagements et le programme prioritaire élargi. Comme vous le savez, les défis environnementaux auxquels fait face notre pays sont de nature structurelle et globale. Ils sont au cœur de la problématique de croissance accélérée, de développement économique inclusif et du bien-être social. Toute réponse à ces défis appelle nécessairement la mise en cohérence et la synergie entre les politiques sectorielles, les programmes prioritaires et les plans d'action. Excellences, Mesdames et Messieurs, la stratégie nationale de l'environnement et du développement durable à l'horizon 2030 et ces plans d'action quinquennaux sont censés être alignés sur la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée d'une part, les engagements du Président de la République et du programme prioritaire élargi d'autre part. Lui, emboîtant le pas, le représentant de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, en Mauritanie, son Excellence Youn Antaï Alexandre, a précisé. Mais aujourd'hui, dans l'agenda de tout un chacun, la question de l'environnement, qui était parfois optionnelle, devient tout à fait obligatoire si on veut prétendre à la durabilité. Donc je crois que c'est quelque chose, en tout cas qu'à la FAO, on est très heureux de pouvoir soutenir auprès du ministère de l'Environnement et des autres ministères. Et je me félicite qu'il soit présent aujourd'hui. Ça montre aussi, je pense, l'engagement du gouvernement de la République de la Mauritanie. Il convient de noter que le plan de la réorientation du programme du département qui verra le jour à l'issue de cette concertation sera considéré comme une feuille de route afin d'accélérer l'exécution des interventions du programme environnemental à l'horizon 2024 et au-delà. Les infrastructures scolaires au niveau de la Mourata'a de Riyad dans la wilaya de Nouakchott Sud se renforcent par l'édification d'une nouvelle école fondamentale. C'est la deuxième école inaugurée ce mois par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour dans le cadre d'un vaste programme visant la construction de dizaines d'écoles à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Mohamed Khattab. 15 édifices scolaires répartis dans les 3 wilayas de Nouakchott viennent renforcer la performance des établissements d'enseignement et par la même occasion offrir une éducation de qualité et des conditions quasi idéales pour les élèves afin de poursuivre leurs études. Ici, c'est à l'école Cheikh Sidi El-Mokhtar El-Kenti, c'est dans la Mourata'a de Riyad, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud, que le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, est venu inaugurer en compagnie du wali de Nouakchott Sud, M. Mohamed Ould Salik, cette école. L'occasion pour le coordinateur du programme Shaile de services de base au niveau de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Ahmed Ould Lewal, de souligner dans un discours que l'éducation est le principal levier de lutte contre la pauvreté et représente un véritable investissement avec un retour garanti sur l'individu et la société grâce à leur acquisition de compétences et de qualifications leur permettant de produire.
Pour sa part, le maire adjoint de la commune de Riyad a remercié les pouvoirs publics pour cet établissement scolaire qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution des instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, visant la réforme du système éducatif et ses infrastructures de base. De son côté, le représentant du bureau de la Fédération des parents d'élèves au niveau de Riyad a lui aussi loué cette réalisation si importante inaugurée ce jour. Il est à noter que le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a visité les différentes classes de cette école, écoutant des explications détaillées sur ces équipements. Fin des travaux du colloque international sur le développement, la gouvernance et les droits humains pour la sécurité des populations au Sahel, sanctionné par une série de recommandations appelant à mettre en œuvre une approche inclusive, efficiente et transformationnelle, adaptée aux réalités des populations et centrée autour de la question des droits humains. Malika Narli. Les rideaux sont tombés sur les travaux du colloque international sur le développement, la gouvernance et les droits humains pour la sécurité des populations au Sahel. Cette rencontre s'est soldée par plusieurs recommandations appelant au redoublement d'efforts en vue de mettre en œuvre une approche inclusive, efficiente et transformationnelle qui propose des solutions adaptées aux réalités des populations et centrées autour de la question des droits humains. Cette rencontre internationale, dont le lancement était supervisé par le président de la République, a été l'occasion pour les différents participants de diagnostiquer les défis et phénomènes sécuritaires, les enjeux environnementaux, notamment dans leur relation avec les conflits, ainsi que le rôle confié à la gouvernance et à la décentralisation pour relever tous les enjeux de fond dans la sous-région. Clôturant la rencontre, la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mme Alia Metmenkous, a noté la pertinence des panels qui ont fait l'objet de nombreuses présentations et les conclusions et recommandations auxquelles sont parvenus les participants. Mme Alia Metmenkous a ajouté que ce forum devrait constituer le début d'une réflexion intellectuelle commune qui suggérerait un traitement objectif des diverses questions et problématiques dans la région. La représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Mme Emmanuela Derré, a quant à elle précisé qu'au cours de ce colloque, il était question de trouver des solutions aux défis sécuritaires dans la région. Pour essayer d'individuer les vrais défis et proposer des solutions viables. On a compris que les conflits dans le Sahel ne sont pas seulement la question de la violence terroriste ou criminelle. On peut se concentrer sur la prévention, que c'est un mot-clé dans ces colloques. Et je dois dire que l'Union européenne est vraiment engagée à soutenir et accompagner les réformes. Ces colloques démontre aussi que la diplomatie parlementaire est fondamentale. Cette colloque est la démonstration que la seule méthode qu'on peut appliquer dans le Sahel et dans toutes les situations, mais en particulier dans le Sahel, c'est la méthode de l'approche inclusive. De son côté, la présidente de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen, Mme Maria Arena, a souligné que ce colloque a permis de faire connaître les réalités des populations vivant au Sahel. Le fil conducteur des discours et des échanges que nous avons eus, et je trouve que c'est plutôt positif, c'est que la violence n'est pas une fatalité. Elle repose sur des causes complexes qui, si elles sont mieux appréhendées, ces causes, mieux comprises, mieux anticipées et mieux accompagnées au plus près de l'épicentre de ces crises, cette violence peut être évitée par des mécanismes, et je pèse bien les mots, des mécanismes de dialogue et des réponses concrètes, équilibrées, appropriées. Nous devons systématiquement, dans la lutte contre le terrorisme, mettre au cœur de nos préoccupations la question des droits humains dans cette lutte. Monsieur Andrea Cozzolino, président de la délégation du Parlement pour les relations avec les pays du Maghreb, a indiqué qu'après la tenue de ce colloque, il est totalement convaincu de la nécessité d'un changement de la politique de l'Union européenne qui devrait être plus centrée sur la politique de croissance et de développement que sur la question sécuritaire. C'est un grand défi, dit-il, auquel nous devons faire face après 2 années de pandémie, depuis que nous avons une autre physionomie de la globalisation et des équilibres géopolitiques. Il serait plus judicieux, dit-il, que la politique ne soit pas tant fondée sur la sécurité et mettre en place une politique de développement et de croissance. S'il n'y a pas de développement ni de croissance, ni lutte contre la pauvreté avec une politique d'investissement dans nos territoires, toutes les politiques de sécurité sont vouées à l'échec. Nous devons, ajoute-t-il, créer les conditions d'une nouvelle politique pour le Maghreb, pour la Mauritanie et le Sahel, fondée essentiellement sur le développement et la croissance.
L'ensemble de nos pèlerins sont bien arrivés à Médine où ils ont entamé les 40 prières dans la mosquée du prophète, paix et salut sur lui. Ce séjour dans la ville sainte de Médine est aussi mis à profit par les pèlerins pour visiter certains vestiges de l'islam tels que le mausolée du prophète, le cimetière des martyrs de la bataille de Uhud ou encore la mosquée de Rouba, entre autres sites embelliques de l'islam. À cela s'ajoutent les cours dispensés aux pèlerins par les théologiens portant sur le processus du Hajj afin d'accomplir les rites de ce 5e pilier de l'islam conformément aux normes. Retour à Nouakchott qui a abrité aujourd'hui le conclave du groupement national des organisations pastorales pour échanger sur les cadres législatifs et réglementaires de gouvernance des ressources foncières et hydrauliques. C'est un compte-rendu de Houroul Mouila. Nouakchott a abrité aujourd'hui un atelier de réflexion et d'échange sur l'analyse du cadre réglementaire et de gestion des ressources foncières et hydrauliques en Mauritanie. La rencontre est organisée par la Fédération nationale des éleveurs avec le concours de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'atelier s'inscrit dans le cadre de l'exploitation optimale des ressources naturelles pour l'éradication de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire. Le conseiller du ministre de l'Élevage chargé de la santé animale a assuré que son département soutient la réforme pastorale à travers des campagnes de sensibilisation exécutées au niveau des communes rurales. Le président des groupements nationaux des organisations pastorales, M. Hassan Ould Talib, a déclaré: Le thème qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale pour le pays, car il s'agit au-delà de la réflexion et d'échange et d'analyse des cadres législatifs et réglementaires, de la gouvernance des ressources foncières et hydrauliques pastorales qui vous seront exposées et discutées durant les présents ateliers afin d'assurer une sécurité alimentaire nationale à travers une bonne sécurisation foncière au profit du monde rural en général et des petits producteurs en particulier. Le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, M. Serkoul El-Aqab, a déclaré: Comme vous le savez, cette plateforme a été mise en place en 2017. Elle a contribué largement au niveau local et au niveau national à instaurer un dialogue apaisé au niveau des communautés, notamment au niveau de la plateforme de Bogué, qui a travaillé pendant 2 ans au niveau des communes rurales pour sensibiliser les collectivités et les acteurs locaux sur les besoins de se mettre à table pour discuter de manière apaisée et consensuelle sur la valorisation des ressources naturelles en vue d'éradiquer la faim et l'insécurité alimentaire, ce qui a donné d'excellents résultats au niveau de ces 2 années de travaux intenses de terrain. En effet, au niveau de cette région, de cette ville, de cette Muqata'a, les élus locaux, la société civile a été doté d'outils pertinents déduits à partir des directives volontaires de la FAO liées aux fonciers pour que vraiment les espaces soient valorisés. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le Fonds saoudien pour le développement contribue à hauteur de 36 milliards MRO dans la réalisation du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Kifa à partir du fleuve. Des membres du gouvernement procèdent à l'inauguration d'infrastructures sanitaires, hydrauliques et pédagogiques financées par les FSD.
Le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines dévoile la stratégie du contenu local du secteur des industries extractives. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Excellent moment avec le reste des programmes d'Île Mauritania. Au revoir.